Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux. La salle presque pleine pour cette soirée débat sur la justice restaurative. Avec, évidemment, je verrai toujours vos visages, le film qui a créé l'événement depuis quelques mois et qui a eu un extraordinaire succès en salle. Il y a un mois, le mois dernier, on avait organisé une soirée avec le film Jusqu'à la garde, avec le CDAD 14 sur les violences intrafamiliales, avec le CDAD 14 aussi au mois d'octobre. C'est loin, mais enfin, il y aura une belle soirée sur le droit au logement avec le film Louise Wimmer, qui est un film avec Corinne Massiero, qui est sorti il y a plusieurs années. Mais voilà, ce sera l'occasion de le revoir avec un très beau débat. Et ce soir, avec Séverine Adeline, qui est ici présente, merci beaucoup. Je vais vous laisser vous présenter vous-même, mais vous travaillez pour le ministère de la Justice, et en particulier pour l'administration pénitentiaire. Je vous laisse vous présenter et puis dire ce qui va se passer après. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très impressionnée de vous voir si nombreux dans la salle. Merci. Séverine Adeline, donc je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation et je suis coordinatrice et animatrice en mesure de justice restaurative. Donc, comme le disait Olivier, donc le thème du film, c'est la justice restaurative qui existe dans la loi depuis 2014, dont on a peu entendu parler, mais là, il y a un très beau coup de projecteur, donc on en profite. Et après ce film, je vous propose qu'on échange sur cette thématique et puis peut-être le déploiement à Caen, que les mesures ont débuté chez nous en janvier de cette année. Voilà. Donc, belle projection à vous et à tout à l'heure. Oui, bonsoir. Moi, c'est juste au niveau d'une définition. Pourquoi pas justice réparatrice? Pourquoi justice restaurative? Eh bien, voici une première question à laquelle je ne saurais pas répondre, puisque la sémantique a été discutée, qu'au Canada, on parle de justice réparatrice, en Belgique, justice restauratrice, et en France, justice restaurative. Donc moi j'ai une question. Le film il est très bien fait, il explique bien le travail mis en pratique, enfin pour arriver à animer ces groupes. Et ma question c'est vrai que le service pénitentiaire jusqu'à présent était plus axé sur les auteurs et qu'on parle rarement des victimes. Et qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous vous intéressiez à mettre en place justement cette justice restaurative au niveau du Calvados, alors que ça existe depuis 2014? Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas le service pénitentiaire d'insertion et de probation, donc c'est un service de l'administration pénitentiaire qui existe dans chaque département de France. Il y a des conseillers d'insertion et de probation, comme vous avez pu entendre, CPIP, qui interviennent et en fait, on travaille auprès des personnes placées sous main de justice. On travaille sous mandat du juge d'application des peines ou sous mandat du parquet. Notre mission, c'est de travailler avec les personnes en vue de la réduction du risque de récidive, en favorisant leur réinsertion. Et on utilise de plus en plus d'outils criminologiques. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation donc, a vocation à travailler avec les auteurs, mais on oublie souvent la place de la victime, et pourtant on a vocation à travailler également avec elle. Donc on a des liens dans le cadre, par exemple, des enquêtes victimes, quand une personne sort d'un établissement pénitentiaire et qu'il nous faut aller vérifier que la personne souhaite, par exemple, une interdiction d'entrer en relation. S'il il est nécessaire de protéger la victime, donc on peut avoir des liens directs. On a également des liens dans le cadre des dommages et intérêts qui peuvent être délivrés. Je m'interrogeais depuis longtemps justement sur la place de la victime, et la loi qui a introduit la justice restaurative dans les textes, c'est la loi du 15 août 2014. J'ai 2 ans plus tard, pour ma part en tout cas, entendu parler de la justice restaurative, et ça a résonné très fort avec mes valeurs. Donc on est un certain nombre de conseillers d'insertion et de probation à s'être penchés sur la question. Et donc, ce n'est pas antinomique avec notre mission première que d'intervenir auprès des auteurs. Loin de là, justement, puisque dans le cadre de nos entretiens, on n'oublie absolument pas la victime et on travaille autour de la place de la victime. Mais quand on se trouve dans le cadre d'entretiens individuels ou même dans le cadre de prise en charge collective qu'on peut mettre en place,
eh bien, qui de mieux placé que la victime pour échanger avec l'auteur et faire prendre conscience du préjudice qui a été causé. On a beau en parler, voilà, il n'y a pas mieux que les mots ou tout ce que la victime pourra apporter par elle-même. Et pour finir sur ce point, le Code pénitentiaire, dans sa version de mai 2022, dit que l'administration pénitentiaire a pour objet d'œuvrer à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative. Donc la question ne se pose plus, nous sommes bel et bien aptes et compétents pour mettre en œuvre ce type d'accompagnement. Après, bonsoir. Il y avait une... ouais. J'avais 2 questions, je vais essayer d'être bref. La première, c'est sur le film, c'est pourquoi, d'après vous, les 2 personnes qui sont censées conduire le groupe sont ceux qui le conduisent le moins? C'est une interprétation, mais je voudrais vous entendre là-dessus. Ouais. Et sur la deuxième, sur Élodie Bouchès, je crois qu'elle s'appelle, oui, sur la relation, je voudrais savoir si vous êtes supervisé et formé pour ce type de travail, parce que je crois qu'il y a une victime entre Adèle et Benjamin, c'est bien elle, parce qu'il me semble que sa vie personnelle se délite au fur et à mesure des 9 mois du travail. Et elle a, on pourrait presque appeler ça un moment de supervision avec Denis Podalides, mais justement, elle conteste le principe de la justice restaurative presque au moment où elle demande, en fait, c'est elle qui demande de l'aide. Elle demande de lui faire confiance. Oui, mais elle demande, je crois, de l'aide en tant que personne. Voilà. Donc, voilà. Merci. Alors, sur la première question, c'est la posture de l'animateur en justice restaurative. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas les personnes qui viennent à la justice restaurative, on les accompagne dès lors qu'elles ont une demande. Et l'animateur, il est là pour accompagner dans l'exploration, dans la scénarisation de tout ce qui pourrait arriver dans le cadre de cette potentielle rencontre. L'animateur, il va au rythme des personnes et surtout, il n'est pas là pour dire « Ah, ce serait intéressant de travailler ceci ou de travailler cela ». Il va au bout de ce qu'amène la personne, autant l'auteur que la victime. Et dans le cadre de la rencontre, elle a été, dans le cadre des entretiens préparatoires, il faut savoir que ça s'étale sur une période de 6 mois à 1 an en moyenne dans le cadre des médiations restauratives. La médiation restaurative, c'est la forme que vous voyez entre Benjamin et Chloé. Quand la rencontre arrive, si elle arrive, le médiateur, l'animateur, n'a pas à prendre la parole. Il est là juste, entre guillemets, pour veiller à la sécurité. C'est ce que disait l'animatrice, à la sécurité physique et psychologique des personnes. Mais on n'ira à la rencontre que si les personnes se sentent prêtes et si l'animatrice, l'animateur estime que tout est sécurisé. Et donc, pour en venir à la seconde question, oui, en tant qu'animateur, animatrice, donc nous sommes formés à exercer et nous avons une supervision clinique, puisque la justice restaurative, ce n'est pas du soin et nous ne sommes pas soignants, même s'il ne faut pas nier les effets psychologiques que ça engendre. Donc à Caen, nous sommes quatre animatrices à être formées, autant aux médiations restauratives qu'aux rencontres détenues victimes et condamnées victimes. Et nous avons un superviseur qui est là au premier rang, Monsieur Suard, que je remercie. Et puis nous avons aussi, au fond de la salle, une future peut-être superviseuse. Donc on a de la chance, on a cette chance d'être accompagné par des professionnels qui ont de l'expérience, puisque notamment Monsieur Suard, psychologue, psychothérapeute familial, je pourrais vous laisser la parole, a mis en place... à exercer sur le Calvados des mesures de justice restaurative il y a plusieurs années. En fait, je ne savais pas au départ que ça s'appelait de la justice restaurative. J'ai travaillé en prison avec des auteurs de crimes sexuels intrafamiliaux, qu'on appelle inceste maintenant, et j'ai eu l'occasion, enfin ça s'est trouvé comme ça, la possibilité que des victimes viennent voir leur auteur et que je médiatise la rencontre entre l'auteur et la victime. J'ai appris par la suite que ça, en Belgique, ça s'appelait de la justice restauratrice, et que chez nous, par la suite, alors ça c'était en
en 1995, donc c'est quand même très ancien. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. J'étais un peu un promoteur en quelque sorte, même si j'ai jamais fait les formations qui sont demandées maintenant par l'IFJR. Et j'ai donc accepté dans le groupe projet mis en place par Séverine de jouer un rôle de superviseur. Et je dois dire que j'ai admiré la manière dont, parce que ce qu'évoquait dans le film une des animatrices, c'est qu'elle ne pourrait pas s'occuper d'histoires de violences sexuelles, qu'elle est plus à l'aise avec les vols, les braquages, etc. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de travailler surtout avec des histoires de violences sexuelles, et j'ai pu remarquer dans la supervision qu'on a pu commencer à faire, la capacité que tu avais, Séverine, d'être autant à l'écoute de l'auteur que de la victime, sans avoir un regard ni jugeant, ni questionneur, mais que tu prenais les choses comme elles arrivaient. Ça marche, quoi. Merci. Voilà. Cette supervision, elle est primordiale pour nous puisque ça nous permet de sécuriser. Par exemple, lors de notre supervision, on a décidé ensemble, j'ai eu besoin de l'accord de Monsieur Suard pour dire OK, on porte la demande à l'autre partie. Et puis aussi, c'est le superviseur qui nous renvoie vers la première partie, pour ma part, en disant « Ah, là, t'as pas suffisamment exploré, ce serait bien d'aller vérifier ça. » Voilà. Donc ça permet de sécuriser. De fait, oui, moi j'avais une autre question. Donc, je suis justement psychothérapeute spécialisée en psychotraumatologie. Je travaille au sein d'une association canaise qui prend en charge les victimes de violences sexuelles. Et je voulais savoir si aujourd'hui vous rentrez justement en contact d'associations de ce genre pour potentiellement déjà parler de cette démarche, pour expliquer justement la démarche, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension potentiellement sur ce sujet-là en règle générale, et aussi potentiellement pour amener certaines victimes à rentrer dans ce processus. Alors, vous entendez peut-être, je crois qu'au début du film, on entend parler de l'IFJR, l'Institut français pour la justice restaurative. C'est l'organisme qui nous forme à devenir animateurs et animatrices. L'IFJR a pour mission de promouvoir la justice restaurative sur le territoire français, mais ce n'est pas le seul institut, il y a également l'ARCA. L'IFJR est implanté sur un tiers de la France avec des antennes et des coordinateurs et coordinatrices. Et ils ont pour mission d'accompagner les équipes sur le terrain au déploiement. Sur notre interrégion, on va dire qu'on coupe la carte en 4. Sur toute la région nord-ouest, la justice restaurative n'existe pas, puisque l'IFJR n'a pas d'antenne encore, mais c'est un projet. Donc, sur toute notre région, on a commencé à le développer à Caen. On a commencé à travailler sur le projet en janvier 2022. Et je vous disais tout à l'heure, on a commencé à animer en janvier 2023. Après toute une période de sensibilisation, de travail avec les magistrats, puisque dans le film, vous entendez peu ou pas parler des magistrats, si ce n'est à un moment donné Fred Testo qui pose la question « Et le magistrat, est-ce qu'il le saura ?» Donc là, on touche à la question de la confidentialité. Donc la réponse est non, puisqu'il n'y a aucun impact sur la procédure pénale. Mais dans cette phase de déploiement, il était très, très, très important et primordial de travailler avec les autorités judiciaires. Donc ça a déjà demandé un certain temps. Et en parallèle, il y a aussi tout un travail qui est fait avec les associations d'aide aux victimes. Alors, sur le territoire, donc, il y a la CJM, mais il y a également le CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles, et l'association Revivre. Dans un premier temps, on a signé une convention de partenariat avec le tribunal judiciaire de Caen, avec une des associations d'aide aux victimes. Et là, nous venons de signer un avenant la semaine dernière pour que soient également partenaires 2 autres associations d'aide aux victimes. Et ces associations d'aide aux victimes, l'idée, c'est que leur personnel parte également en formation de manière à ce qu'on puisse notamment co-animer avec des professionnels de l'aide aux victimes, ce qui serait formidable. Voilà, puisque vous voyez dans le cadre... Là, en fait, dans le film, vous avez vu 2 formes de justice restaurative. Vous avez vu la médiation restaurative, qui est d'offrir un espace de dialogue à un auteur et une victime liés par la même infraction, donc Benjamin et Chloé. Et là, il y a un ou une animatrice, possiblement 2. Il y a tout un cycle d'entretien préparatoire jusqu'à une rencontre qui prendra la forme que les parties souhaiteront.
C'est-à-dire que là, on a vu une rencontre physique, mais ça pourrait être un échange en visio, ça pourrait être des SMS, ça pourrait être un échange par téléphone ou une lettre. À partir du moment où les parties sont confortables avec la forme qu'ils choisiront, c'est elles qui décident. Voilà. Et l'autre forme, c'est les rencontres détenues victimes ou condamnées victimes, où là, vous avez vu un groupe d'auteurs anonymes et un groupe de victimes anonymes qui sont liés par le même type d'infraction. Et dans ce cadre, il y a 5 rencontres de 3 heures, espacées d'1 semaine, plus une rencontre bilan 1 mois et demi plus tard, avec l'ensemble du groupe. Et là, il y a 2 animateurs et une particularité. Vous avez vu Sylvain et Yvette, qui sont ce qu'on nomme les membres de la communauté. Et les membres de la communauté, ce sont 2 personnes de la société civile qui sont formées à cette fonction particulière, qui sont formées à cette posture, puisque, comme vous avez pu le voir, ils n'interviennent pas. Par contre, ils sont là pour soutenir les émotions et pour être présents au moment des pauses, au moment où une personne pourrait avoir le besoin de sortir, ou aussi à la fin de la rencontre, puisque les 2 animateurs ne sont que 2 et qu'il faut veiller la façon dont repartent les personnes, avec quelles émotions elles repartent, comment elles sont entourées après. Je vais peut-être répondre un tout petit peu à la première question, parce que j'étais déconcertée peut-être. Alors je ne sais pas exactement pourquoi on a choisi ce terme-là et pas un autre, mais en tout cas restaurative, ça renvoie à l'objectif de la justice restaurative, donc qui est la restauration des personnes, autant l'auteur que la victime, et in fine à la restauration du lien social. C'est peut-être une sensation personnelle, mais en fin de film, j'étais un peu gênée par la place qu'on donne à la victime par rapport à, je ne sais plus les deux prénoms. Benjamin et Chloé. Voilà. Et le fait qu'on lui laisse la parole, la première, évidemment, émotionnellement, ça s'entend bien. Mais enfin, le film est très bien fait à ce niveau-là. On entend bien que le frère se décharge de toute son émotion, mais n'a pas la parole autant que sa sœur. Alors, je pense que ce n'était pas prévu ainsi. Et puis, quant au fait que ce soit Chloé qui prenne la parole en premier, c'est prévu, enfin, c'est discuté pendant les entretiens préparatoires. C'est pas forcément la victime qui prend la parole en premier. On discute par exemple de, voilà, quand vous allez entrer, est-ce que vous souhaitez déjà être installé ? Enfin, est-ce que vous allez vous serrer la main ? Comment vous réagiriez si... enfin, voilà, on imagine toutes les hypothèses et donc on voit aussi qui souhaite prendre la parole en premier. En tous les cas, je suis juste un peu gênée par l'idée qu'on imagine les personnes repartir comme ça, dans leur solitude. Et aussi, oui, que l'animatrice soit seule. Même pour 2, je trouve que c'est particulièrement lourd. Alors, les textes laissent la possibilité que ce soit un seul animateur, bien sûr, dans les faits. Et j'espère qu'à Caen, on y arrivera très vite. Il y aura suffisamment de professionnels formés pour qu'on anime à 2. Il y a d'ailleurs 2 collègues qui ont commencé une mesure-là en co-animant. Je pense que la rencontre ne s'est pas prévue comme Benjamin l'avait travaillé. Et dans le cadre de la médiation restaurative, il y a une rencontre. Maintenant, les choses ne sont pas figées. On pourrait imaginer que Benjamin ait besoin de revoir sa sœur et qu'il y ait une seconde rencontre. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous avez à Caen un peu de recul sur ce qui se passe après, du côté des victimes et du côté des agresseurs ? Alors, sur le territoire, donc c'est l'Institut français pour la justice restaurative qui mène une enquête qualitative auprès des participants, donc auteurs, victimes, mais aussi intervenants et membres de la communauté. Donc je dis bien enquête qualitative puisqu'il ne s'agit pas d'une étude, et c'est bien là l'objet de tout le travail, tout ce vers quoi on se dirige en France, pour justement savoir un petit peu ce qui se passe au-delà de cet après. C'est-à-dire que l'IFJR prend contact dans les 3 à 6 mois après les rencontres avec les parties. Et là, il n'y a quasiment que des bénéfices. Un sentiment d'apaisement, une parole qui a été libérée. Il parle de... Beaucoup sont allés chercher l'humain derrière l'auteur, où les victimes aussi ne sont plus restreintes dans leur qualité de victime. Il y a beaucoup de choses positives qui ressortent. Maintenant, il est vrai qu'on s'interroge sur l'après. Qu'est-ce qui se passe après ?
Voilà, 6 mois, 1 an, 3 ans après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est venu bouger? Il y a un projet, alors voilà. À Caen, on a un comité de pilotage. Il me souffle une idée. On a un comité de pilotage et on a aussi un groupe projet d'une vingtaine de personnes, d'une vingtaine de professionnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation, mais pas que. Il y a des avocats, enfin une avocate, il y a une médiatrice, il y a des psychologues, il y a un magistrat, il y a les associations d'aide aux victimes. J'en oublie, l'université. Donc voilà. Il y a l'université aussi. Madame Hirscholman, Astrid Hirscholman, qui est professeure des universités en psychologie et criminologie à Caen, souhaite mettre en place une étude sur les effets psychologiques de la justice restaurative. Donc là, il y a un projet qui est en cours d'étude pour une bourse et on attend la réponse incessamment, sous peu, pour mesurer justement ce que ça vient bousculer. Oui, bonsoir. Je me permettrai une question un peu personnelle, mais à titre de professionnel, est-ce que vous avez vu des choses avec lesquelles des conduites que vous n'auriez pas approuvées chez les médiateurs? Dans le film, oui. vous parlez? Oui. Je ne bois pas de rhum dans la voiture. Pour la simple et bonne raison que, en fait, on n'accepte pas les cadeaux, enfin ce qui pourrait nous être donné par l'une ou l'autre des parties. Ça c'est une des choses qui n'existe pas dans la réalité. Ouais. Pour ma part, je n'utiliserai pas le tutoiement. Après, certains professionnels peuvent l'utiliser. Moi, je ne le ferai pas. Comme ça, là, je pense. Non, et c'est l'organisation de la rencontre à la fin, moi, que je trouve un petit peu, peut-être pour le bien du scénario, hein, mais... Un peu. Comment? Frustrante. Non, enfin, je pense que je suis pas du tout professionnel. Voilà, mais ça me semble très, très dangereux, en fait. Peut-être trop, hein, oui. Trop dangereux. Eh bien, il y a quand même un certain nombre d'entretiens préparatoires qui ont permis d'aller voir ce que les personnes souhaitaient mettre dans cette rencontre. Enfin, déjà, dans un premier temps, de verbaliser les attentes et les besoins, et puis d'aller explorer ce à quoi elles s'attendent, mais surtout ce à quoi elles ne s'attendent pas. Et c'est là l'échange qu'on voit entre Judith et son superviseur. C'est là où elle se tourne vers lui justement pour vérifier que ce ne sera pas une revictimisation, que la victime soit en capacité d'entendre ce que l'auteur a à lui dire. Monsieur Suard, est-ce que c'est dangereux? Je dirais simplement que moi j'ai eu l'occasion de faire à peu près 150 entretiens quand je travaillais en prison et que je n'ai jamais trouvé ça difficile. Des rencontres entre l'auteur d'inceste et la victime. C'était toujours à la demande, enfin c'était préparé et ça ne se pouvait se faire qu'à la demande de la victime et ça suppose bien évidemment que l'auteur reconnaisse complètement la réalité de ce qui s'est passé. Il y a des conditions qui sont posées par les textes, dont la loi du 15 août 2014, qui sont... il y a des questions de confidentialité, ça je l'ai un petit peu abordé, mais surtout il y a la question du volontariat. Les parties doivent être volontaires. D'abord, ça émane de l'auteur ou de la victime. Et ensuite, à tous les stades du processus, les deux parties doivent être volontaires et peuvent mettre fin à la démarche. Jusqu'au bout, elle continue sur l'organisation du rendez-vous en sachant que lui est toujours susceptible de demander à ce qu'elle lui demande pardon. Mais en fait, l'animatrice, elle va vérifier si Chloé est en capacité de recevoir cette question-là. Et si elle estime, c'est là où il y a un petit désaccord avec le superviseur, si elle estime que Chloé n'est pas en capacité et que ça va lui faire du mal, elle n'ira pas. Mais ça, on l'apprécie tout au long. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai rencontré un auteur avec qui nous n'irons pas vers... il n'y aura pas d'accompagnement parce que cette personne, ce serait beaucoup trop dangereux pour lui, parce qu'il ne serait pas en capacité d'entendre ce que la victime aurait à lui dire. Et à tous les stades, que ce soit donc lors du premier entretien ou que ce soit dans le cadre des entretiens préparatoires, en tant qu'animatrice ou animateur, on peut être en capacité de dire non, on n'y va pas aussi. Il faut que les parties soient prêtes, mais l'animateur aussi a son mot à dire. On est formé pour ça et on est supervisé aussi. Donc, on parlait de la supervision clinique, mais il y a aussi une supervision technique qui est assurée par l'Institut français pour la justice restaurative et qui est assurée par des coordinateurs et coordinatrices qui ont
animé un certain nombre de mesures déjà. Bonsoir, merci. Moi, je me posais la question sur le rôle des bénévoles. On en voit plusieurs dans le film, justement, et même dans les deux animateurs principaux. Daroussin, il explique qu'il est retraité, etc. Donc, quel est le rôle des bénévoles dans tous ces dispositifs? Est-ce que c'est complètement fictionnel Ce n'est pas une fiction parce que Michel, je ne sais pas s'il porte ce prénom, mais il existe. C'est un bénévole qui intervient auprès d'une association d'aide aux victimes et qui donne énormément de temps, ce qui justifie le fait qu'il ait été formé par l'Institut français pour la justice restaurative. Tout le monde ne pourrait pas accéder à cette formation puisque la volonté, c'est de professionnaliser la fonction la mission d'animateur et animatrice en justice restaurative. Après, vous avez vu 2 membres de la communauté, qui sont donc des personnes de la société civile qui ont un intérêt pour la justice restaurative, pour les individus en tant que citoyens, et qui viennent dans les rencontres détenues victimes ou condamnées victimes pour dire je m'intéresse, nous nous intéressons à votre devenir, et nous souhaitons participer activement à ces rencontres pour vous soutenir. Et donc, ils sont formés à être dans une posture d'écoute dans laquelle ils n'interviennent pas et ils ont un accueil qu'on dit inconditionnel. Donc, il y a vraiment les membres de la communauté, ces 2 personnes-là. Et puis, Michel, c'est quelqu'un qui est vraiment à la marge. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé le film et il y avait beaucoup d'émotions. Et à la fin, j'ai trouvé super que Gilles Lelouch demande aux prisonniers un petit papier sur lequel il pourrait écrire son numéro de téléphone parce qu'il propose de l'aider à faire les recherches. Et donc, j'aimerais que votre réponse soit oui. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ça se passe réellement comme ça ? Ma réponse est oui, puisque les parties sont libres de faire ce qu'elles entendent. On ne fixe pas d'interdit à ce niveau-là. Oui, mais ce n'est même pas une question d'interdit, c'est tout le monde a l'air assez optimiste et puis on s'embrasse, etc. À la fin, ça peut se terminer comme ça aussi, ou est-ce qu'on est trop dans la fiction et que pour les besoins d'un film, on s'est dit on ne va pas trop plomber les ambiances et on va... Non, pas du tout. Non ? À la fin, quand vous voyez les animatrices devenir formatrices et qu'elles disent votre entourage vous dira que, je ne sais plus quels sont les mots, en fait, ça se passe réellement comme ça. Voilà, ça se passe comme ça. Généralement, ça se termine bien. Je dirais même que la réalisatrice n'est pas allée jusqu'à montrer le fait qu'ils s'échangeaient des cadeaux, mais ça arrive régulièrement qu'ils s'échangent des objets. Après, vous dire qu'ils se seront revus ou pas, ça je ne sais pas. En tout cas, que ce geste ait existé et soit permis, c'est bien possible, oui. Jeanne Herry, elle a fait un travail de documentation de 3 ans avant de réaliser ce film. Et elle a rencontré des auteurs, des victimes. Elle a assisté aux formations qui sont délivrées par l'IFJR également. C'est pour ça que ça empreint de beaucoup de réalité. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré à une avant-première. J'ai rencontré Miu Miu, Fred Testo et oui, Jeanne Herry. Jeanne Herry qui expliquait que qu'en fait, elle cherchait un sujet de film après Pupille, qu'elle n'avait pas prévu quel sujet elle allait aborder, mais que la justice l'a toujours intéressée, passionnée. Elle voulait faire un film sur les procès. Et puis, l'idée a été prise par un autre réalisateur peu de temps avant. Donc, elle a cherché, et dans ses recherches, elle est tombée sur la justice restaurative. Elle a été touchée par ce principe-là. Et pour nous, c'est vraiment un bel outil pour faire connaître la justice restaurative à l'ensemble de la société, puisque la loi est passée assez inaperçue. Et là, on regardait tout à l'heure, il y a 1 130 000 spectateurs qui l'ont vu. Et quand on se dit qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, ce million de spectateurs ne savait pas que la justice restaurative existait, on peut lui dire un grand merci de ce coup de projecteur. Pour revenir au fait que des fois, il n'y a pas la rencontre au total, comment ça se passe de chaque côté, du coup ? Est-ce que vous continuez à travailler encore un peu plus longtemps de chaque côté ? Et comment fait chacun des parties pour gérer cette non-rencontre ? Eh bien, en fait, c'est quelque chose qui est travaillé dès le début. C'est-à-dire que chaque partie sait qu'à tout moment, l'autre partie peut arrêter. Mais déjà, au tout début du processus, quand l'auteur ou la victime fait appel à un professionnel de la justice restaurative, on le prépare à ce que la demande sur laquelle il travaillera, sur laquelle il posera des mots et qui sera portée à l'autre partie puisse être refusée. À ce stade-là, on pourrait proposer une autre, même plus tard, on pourrait proposer une autre forme de mesure.
Bien souvent, si on part par exemple sur une mesure de médiation restaurative directe, c'est-à-dire l'auteur et la victime liés par la même infraction, on pourrait aussi proposer une médiation restaurative indirecte avec une personne qui a subi les mêmes actes. Ou alors on pourrait proposer aussi une médiation une rencontre détenu-victime. Ou alors, malheureusement, les auteurs ont pas... Il arrive qu'il y ait plusieurs victimes et que ça puisse avoir du sens avec d'autres victimes. Et quant à la victime, on pourrait trouver un autre auteur aussi qui ait commis les mêmes faits. Donc on pourrait proposer autre chose, mais il y en a certainement qui décident de s'arrêter là parce que leurs demandes, leurs attentes étaient précises et qu'elles ne seraient pas satisfaites autrement. Tout est envisageable. En tout cas, on propose. Mais il faut déjà le temps d'accepter que ce dans quoi elles se sont engagées s'arrête. Je ne sais pas si c'est lié à la fiction du film ou si ça correspond à une réalité. C'est vrai qu'on a quand même le sentiment que la médiation en collectif et avec... alors c'est à la fois effectivement une même thématique, ce sont des victimes et des auteurs, mais c'est pas dans la même... Il n'y a pas d'interaction personnelle. Et on a quand même l'impression que le processus est quand même si c'est compliqué, il y a de la colère, de la tension, de l'agressivité parfois. Enfin, finalement, c'est vrai que l'issue laisse entendre que c'est plus simple finalement d'avoir cette confrontation translatée vers pas l'interlocuteur réel du fait. Alors, je ne sais pas si c'est plus simple. Ça répond aux attentes de certains et ça ne répond pas aux attentes d'autres. Il y en a vraiment qui souhaitent rencontrer l'auteur des actes et qui envisageraient aucune autre mesure. Des auteurs qui ne souhaitent rencontrer que la victime de leurs actes. Après, ce qui est assez, j'ose le dire, magique, mais ça c'est dans l'animation de groupe de manière générale. Tout à l'heure, vous disiez l'animateur intervient peu. C'est un peu la magie du groupe qui s'autorégule tout seul. Et là, on voit qu'il y a un groupe d'auteurs et un groupe de victimes liés par un même type d'infraction, et pourtant ça match, parce qu'on a aussi veillé dans la sélection à ce que les attentes soient concordantes. Mais voilà, il n'est pas nécessaire que ce soit les auteurs et les victimes liés par la même infraction pour obtenir des réponses, pour pouvoir poser les questions. C'est ce qu'on voit là. La parole, elle est libre. Et elle vient restaurer aussi. Oui, la sensation sur la médiatisation à deux d'un gouffre qui s'ouvre pour l'un comme l'autre. Hein. C'est très impressionnant. Pendant la préparation non, et puis sur la séance finale. C'est vrai que voir une clôture dans ces conditions, je suis d'accord avec quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, c'est un peu questionnant. Petite question par rapport à... Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le vouvoiement. Parce que je trouve que dans le film, le fait qu'il passe du vouvoiement au tutoiement, ça casse les codes, les filtres, et que du coup, la relation devient un peu plus naturelle. Et du coup, le fait que vous ayez indiqué que vous ne faisiez pas ça, est-ce que c'est pour vous protéger vous, ou est-ce que c'est vraiment là, pour le coup, aussi lié au film et à la fiction ? Ah non, je pense qu'il y a vraiment des professionnels qui peuvent utiliser le tutoiement, et là c'est ma posture à moi, qui est la même dans ma fonction de conseillère d'insertion et de probation. Je pense qu'on arrive à créer une relation authentique, même en utilisant le vouvoiement, ça gêne en rien, à partir du moment où il y a beaucoup de bienveillance et d'empathie. Enfin, voilà. Moi, ça m'a jamais gêné dans ma fonction de CPIP, et là, de ce que je constate, ça pose aucune difficulté. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus pour moi. La justice restaurative, elle peut concerner autant les auteurs que les victimes, en pré-sententiel ou en post-sententiel. Et ce qu'on ne voit pas dans le film, c'est que ça peut également concerner des mineurs. Donc il y a la protection judiciaire de la jeunesse aussi, de qui on se rapproche pour rejoindre les rangs et étoffer les équipes. Et quand c'est un mineur qui formule une demande, ou qu'il y a un auteur qui formule une demande et la victime est mineure, il n'est pas question d'âge, mais une question de maturité et de discernement. Merci. Juste une question. Comment, en fait, ils rentrent en contact avec qui, les personnes, pour rentrer en contact avec vous? Comment ça se passe, en fait, concrètement?
Eh bien, c'est la grande phase du déploiement, c'est l'information. Plus il y aura d'informations sur le terrain, plus les auteurs et les victimes sauront vers qui se tourner. Et c'est bien là la difficulté, c'est que comme il n'y a pas suffisamment d'informations, eh bien, il n'y a pas suffisamment de demandes. Donc, ça fait plusieurs mois que je travaille activement à l'information par le biais d'ateliers d'information et d'orientation auprès des professionnels, auprès des partenaires. Et puis aussi dans les points justice, les points info 14, les maisons de justice et du droit, les mairies aussi, de manière à ce que les personnes qui accueillent le public sachent que ça existe et puis soient en capacité d'orienter. On a des affiches. J'imagine qu'elles sont dans peu d'endroits encore pour l'instant. Elles sont au tribunal, elles sont dans certains points info. Il y a des flyers. Malheureusement, on n'a pas le droit de faire de publicité, entre guillemets, sur les réseaux. Donc, il y a de l'info sur LinkedIn. Et puis, les parties les auteurs ou les victimes peuvent se tourner vers l'Institut français pour la justice restaurative qui a son siège à Pau et qui renvoie vers notre service. Il y a eu des articles de presse. C'est aussi comme ça que des personnes se sont tournées vers la justice restaurative parce qu'il y avait mes coordonnées en tant que coordinatrice. Et je me fais fort de rencontrer tous les auteurs et toutes les victimes qui forment des demandes, de manière à n'exclure personne. Bonsoir. J'avais une question par rapport au fait, parce que là on a vu que des auteurs et des victimes sauf une, mais qu'ils avaient eu un procès. Mais est-ce que c'est possible qu'un auteur ou une victime puisse entamer une démarche comme ça sans qu'il y ait eu de procès avant? Et si c'est possible, qu'est-ce que ça donne en fait après pour le procès? Oui, donc la justice restaurative, on peut y avoir recours en pré-sententiel, donc avant un jugement, ou en post-sententiel, après un jugement. Avant un jugement, que ce soit au stade de l'enquête ou de l'instruction, c'est possible. Par contre, il y a quelques réserves supplémentaires, c'est-à-dire que quand je parlais de la question de la confidentialité, en post-sententiel, ça veut dire que le magistrat ou l'ensemble des professionnels, personne n'a à savoir que l'intéressé bénéficie d'un accompagnement dans le cadre d'une mesure de justice restaurative. Ça ne figure dans aucun dossier. En pré-sententiel, c'est différent. En fait, il faut l'accord du juge d'instruction ou du procureur. Alors, le pré-sententiel, il y en a très peu en France, des mesures de justice restaurative en pré-sententiel. Mais à Caen, le parquet y est favorable. Et donc, on ne se freine pas sur ce plan-là non plus. Et on peut accompagner une personne dès lors qu'une plainte a été portée à la connaissance de l'appareil judiciaire. On ne pourrait pas exercer une mesure de justice restaurative s'il n'y a pas eu de plainte de déposer. Après, qu'il y ait prescription, qu'il y ait non-lieu, classement sans suite, qu'importe. Mais il faut qu'il y ait eu une plainte. Et cette plainte, elle peut être portée à tout moment. Bonsoir. Je voulais juste savoir quels étaient les prérequis exigés par l'IFJR pour que des professionnels suivent cette formation en animation de mesures de médiation restaurative. Alors, prioritairement, il y a un partenariat historique entre l'IFJR, l'École nationale d'administration pénitentiaire et France Victimes. Prioritairement sont formés des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, des associations d'aide aux victimes et des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Après, l'ensemble des professionnels, ça peut être des éducateurs, ça peut être des assistantes sociales, ça peut être des psychologues, des membres de la direction. Mais comme ils ont cette volonté de professionnaliser et que il y a quand même un protocole clair, ils ne souhaitent pas que les choses leur échappent aujourd'hui. Et puis l'IFJR n'a que 6 coordinateurs et coordinatrices, plus, en tout cas, ils sont moins d'une dizaine de formateurs. Et la formation, elle dure, le premier niveau dure 5 jours. Enfin, d'ailleurs, ce sont que des formations de 5 jours sur plusieurs niveaux. Bonsoir. J'ai 2 petites questions. Je suis là. Parce que je rebondis sur ce que vous avez dit au tout début, que c'était pas à visée de soins. Oui. Et que vous n'étiez pas psychologue, en tout cas qu'il n'y avait pas de psychologue qui intervenait. Et du coup, je me suis posé 2 questions. Est-ce que vous pensez que de ne pas avoir cette étiquette, ça aide dans le lien avec les personnes que vous accompagnez? Et pourquoi justement ça n'a pas cette visée de soins? Parce que je trouve que le terme de justice restaurative est fort aussi. Et on voit qu'il y a beaucoup de bouleversements quand même dans le film, ne serait-ce qu'au niveau émotionnel. La limite. Alors,
ce qui apparaît pas franchement dans le film aussi, c'est qu'il y a à disposition des personnes qui bénéficient de cet accompagnement un ou une psychologue de nos services, soit de notre service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'association d'aide aux victimes, où on pourrait aussi imaginer un psychologue en libéral qui s'investisse dans ces dispositifs-là et qui soit là, enfin qui est là pour les personnes, autant l'auteur que la victime. Même si l'auteur ou la victime est déjà accompagné par ailleurs par un soignant, eh bien ce soignant n'est pas forcément disponible au moment où la personne a besoin. La personne n'a pas forcément envie d'aborder ce que vient bousculer la justice restaurative avec son soignant. En tout cas, nous, on met quelqu'un à sa disposition pendant tout le processus. Après, il y a aussi des psychologues. Moi, j'ai une collègue qui est psychologue et qui est formée en tant qu'animatrice. Eh bien, pour autant, elle a une supervision clinique et quand elle est face aux personnes, elle est animatrice. On a exactement la même formation, on intervient de la même façon. Alors, elle peut avoir un autre regard, ça enrichit notre pratique, on en échange, mais là, elle n'est pas psychologue et elle n'exerce pas de la sorte avec la personne. Il est plus de 23h, non là? Je ne sais pas. Est-ce que Je ne sais quelqu'un pas. peut-il me dire? Merci pour votre Je ne sais patience pas. et votre Je ne sais- intérêt. Voilà, surtout. on peut être, qu'on peut. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous. Séverine, Merci au luxe. Merci. Je tiens juste à dire une chose. Ce soir devait être présente Madame Chéhen, qui est présidente de la cour d'assises, et elle est malade. Voilà, donc elle s'excuse. Et j'aurais dû le dire au début. Voilà. Merci beaucoup.